Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Pour la réalisation de cet ouvrage, un grand remerciement à Éric de Redemaker, Antoine Mercier, Isaline Bonaventure, Hervé Auquier, Sabri Benayad. Le sport est un phénomène de civilisation tellement important qu'il ne devrait être ni ignoré ni négligé par la classe dirigeante et les intellectuels. Pasolini Pierpaolo, Les terrains. Écrit sur le sport, Paris, Le Temps des Cerises 2012. Le milieu sportif est un domaine étudié seulement très récemment par les sciences humaines et sociales par rapport à d'autres champs de recherche. Les premiers écrits à ce sujet datent au mieux des années 1970 à 1980. En Belgique, il aura d'ailleurs fallu attendre 2019 pour que la Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB, décide de décerner pour la première fois un prix récompensant le meilleur mémoire et TFE qui apporte une contribution originale à la réflexion et à la compréhension sur les enjeux éducatifs, sociaux, socio-économiques, sociologiques, de santé ou de développement durable du secteur du sport et de l'activité physique en FWB et qui sont de nature à alimenter la réflexion de l'AGS pour L'. Élaboration de sa politique sportive. Pourquoi donc s'intéresser à ce domaine d'études alors que celui-ci ne semble pas encore faire tout à fait cher dans les milieux universitaires? Plusieurs motifs sont à mobiliser pour y répondre. Le plus important sans doute à signaler est que les loisirs et le domaine sportif méritent une attention particulière. Au même titre que l'éducation, la justice ou la santé, il est émanente et participente au processus de civilisation discuté par Norbert Elias. La discipline centrale de la présente analyse sera le tennis. Cela n'empêchera pas de faire l'une ou l'autre allusion à des situations propres au sport féminin de manière générale, ou bien à des disciplines spécifiques, mais il ne s'agira dès lors que de pointer des faits et non de les analyser de manière aussi approfondie qu'U puissance 2 UE pour le tennis. Afin d'étudier la situation des femmes dans ces milieux sportifs, je baserai mes réflexions autour d'axes majeurs, à savoir la participation en tant que telle de ces dernières, les questions de genre liées à la problématique des femmes dans le sport, la médiatisation des athlètes féminines ainsi que l'aspect financier, comme les primes ou les rémunérations. Pour ce dernier point, notons d'ailleurs que ce n'est qu'en 1968 que le tennis est devenu un sport professionnel avec la mise en place de ce que l'on appelle l'Air Open. Il est donc plus compliqué de juger de différences financières avant cette période, les joueurs de tennis, hommes et femmes confondus, n'étant pas payés pour leur pratique et les gains en cas de victoire d'un tournoi étant faibles, voire non existants. Le début des années 1970 est également une période durant laquelle de nombreux mouvements contestataires se feront entendre dans le but de revendiquer une plus grande reconnaissance de la condition des athlètes féminines, que ce soit au niveau des infrastructures mises à leur disposition, ou à propos de leur rémunération, qui bien qu'alors récentes, sont assez inférieures à celles de leurs homologues masculins. Il est intéressant d'indiquer que le tennis est le principal sport individuel pratiqué sur le continent européen. Cela peut sans doute s'expliquer par le fait que 2 des 4 tournois du Grand Chelem se déroulent en zone européenne, Roland-Garros à Paris et Wimbledon à Londres. Le tennis est un sport où les femmes ont rapidement trouvé leur place et cela dès le dernier quart du XIXe siècle. L'objectif ici est de tenter de déceler si le tennis peut être perçu comme pionnier et modèle de cette ouverture sociale, donnant lieu à une future, relative, égalité des sexes dans cette discipline. En effet, il est important de mentionner que le tennis est le premier sport à avoir instauré l'égalité salariale. C'était à l'US Open en 1973. De plus, il peut être intéressant d'analyser si l'avènement de nouveaux droits et conditions propres aux joueuses féminines au cours des années 1970, notamment d'un point de vue international par l'entremise de Billie Jean King, a contribué à promouvoir davantage le tennis et la pratique sportive auprès des femmes et du grand public au cours de cette période. L'intérêt d'étudier le domaine sportif est sans doute également la dimension économique de cette activité. En effet, d'après une étude menée à l'échelon européen, le milieu sportif représente près de 5,77 milliards d'euros, soit 1,36% au PIB belge. Ce secteur compte 70 934 emplois en Belgique, soit 1,58% des emplois sur le marché du travail. Environ une personne sur 2 pratique un sport dans notre pays.
Les affiliés à un club sportif représentent plus de 2 millions de personnes. Autrement dit, négliger l'étude du sport et de son impact sur la société serait un tort, tant cette activité a pris d'importance dans notre pays. De plus, ce qui est interpellant à la vue de ces données, c'est de constater qu'un domaine aussi incontournable de la société ne soit pas paritaire en matière notamment de subsides, d'infrastructures ou d'accessibilité entre les femmes et les hommes. C'est pourquoi il est pertinent de poser des lunettes de genre sur ce champ d'études, afin d'analyser la situation spécifique des femmes au sein des clubs et activités sportives. Les autorités politiques ne cessent de répéter qu'il est important pour notre santé de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique régulière. Un message adressé à tous, sans exception. Pourtant, bien que cela soit le message véhiculé de nos jours, le domaine sportif fut pendant longtemps un milieu où les discriminations de genre étaient de mise, notamment en raison des soi-disant inaptitudes physiques des femmes à faire du sport. Au milieu du XIXe siècle, les médecins estimaient que menstruation and reproduction were so exhausting that women could not and should not participate in physical exercise. Sitting upon a bicycle saddle was said to induce menstruation and cause contracted vagina and collapsed uteri. Even more damaging to the advancement of female athletes was the notion that engaging in sport could turn a woman masculine. Afin de comprendre si certains de ces préjugés pouvaient être fondés, d'un point de vue clinique, j'ai contacté le Dr Hervé Auquier, médecin et traumatologue spécialisé dans le domaine sportif. Je lui ai fait part des données dont je disposais à ce propos, et il m'a indiqué que tous les bienfaits du sport énoncés ci-après sont parfaitement exacts et valent autant pour les deux sexes. Les recherches récentes à ce sujet ont démontré que femmes et sport ne sont pas forcément antagonistes, bien au contraire. La pratique d'une activité physique comporte de nombreuses vertus pour les femmes. Le rapport Les femmes, l'égalité des sexes et le sport de la division de la promotion de la femme du secrétariat de l'ONU, publié en 2007, s'est intéressé à cette thématique. On y apprend entre autres que l'exercice régulier d'un sport par les femmes peut prévenir et ou traiter des maladies chroniques et dégénératives associées au vieillissement, telles que le diabète de type 2, l'hypertension, l'arthrite et l'ostéoporose, ou encore contribuer à la formation des os, des muscles et des articulations et à leur maintien en bon état. L'activité physique joue également un rôle important dans la vie des femmes âgées, en permettant de prolonger leur indépendance. De plus, la pratique d'activité physique permet aussi de prolonger le bon état mental des femmes, notamment pour prévenir des maladies telles qu'Alzheimer. Le sport favorise également le développement de compétences personnelles et relationnelles comme l'estime de soi, la confiance, l'intégration sociale, la réduction du stress, l'anxiété, la solitude et la dépression. Il donne la possibilité aux femmes de prendre part à la vie communautaire et favorise la liberté d'expression, la constitution de réseaux interpersonnels et offre de nouvelles possibilités. La participation des femmes et des jeunes filles au sport peut être un moyen de favoriser l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de ces dernières. C'est notamment une manière de signaler que ce n'est pas le sexe qui définit l'athlète. Mais malgré ces constats cliniques, la participation des femmes au sein d'activités physiques reste encore assez peu élevée. Ce qui est proposé ici, c'est un regard disciplinaire croisé entre le champ de l'histoire et des études de genre à travers un axe d'approche, qui est celui du tennis, mais qui amènera à pousser un regard et une analyse sur la situation des femmes au sein des milieux sportifs de manière générale. Ce type de problématique n'a pas encore été beaucoup développé dans les milieux intellectuels, le sport étant davantage traité par la presse, spécialisée et généraliste, que par les universitaires. Par ailleurs, ceux si intéressants le font avec une approche issue des sciences politiques ou sociologiques, les historiens du sport n'étant pas encore très nombreux en Belgique. Pour alimenter les réflexions à ce sujet, et sans pour autant remonter au balbutiement du tennis féminin, durant le Moyen-Âge avec Margot la Hennuyère et son immersion dans ce qui était alors le jeu de paume, l'ancêtre du tennis moderne, apparu en France durant le XIe siècle, le squelette de cette analyse se constituera autour de l'étude d'un cas particulier, à savoir, le Royal Racing Club de Bruxelles. Cette institution, fondée en 1891, sera d'abord présentée, d'un point de vue historique et organisationnel, afin de constituer un corps de réflexion à partir des pratiques ayant cours au racing. Par la suite,
Les 4 axes thématiques cités précédemment, participation, questions de genre, médiatisation et aspects financiers, seront examinés en s'intéressant à la situation des femmes au Racing, mais également de manière plus large en poussant ces questions à l'échelon de la FWB. Des données ou états de fait relatifs à des organismes internationaux seront évoqués dans la mesure où des décisions prises à ces niveaux peuvent avoir un impact sur la situation des femmes au sein de l'AFT et en FWB. Voici donc, en somme, un aperçu général des thématiques et problématiques qui constitueront le cheminement analytique de cet ouvrage. Chapitre 1 – Historiographie de la thématique et démarches de recherche. En ce qui concerne l'historiographie disponible sur les questions de sexe et de genre au sein des milieux sportifs et les pistes exploitées en termes de sources, un premier constat s'est assez rapidement imposé. Les premières véritables réflexions que j'ai pu découvrir sur l'étude des problématiques sportives datent de près de 4 décennies. Mais les recherches menées alors sur l'étude du sport, de manière générale, ont été menées le plus souvent avec un regard issu des sciences politiques ou de la sociologie. Notons les réalisations notables de Jean-Marie Braume, tels que ses livres Sociologie politique du sport, Paris Delarge, 357 p. publié en 1976, le recueil de textes co-réalisé avec Frédéric Bayette, Critique de la modernité sportive, Paris La Passion, 335 p. de 1995 ou encore plus récemment, La tyrannie sportive, Théorie critique des apostrophes. Un opium du peuple, Paris Beauchesne, 244 p. sorti en 2006. Ce champ de recherche n'est encore qu'assez peu traité par des historiens de formation, leur intérêt pour le sujet étant relativement récent. Jusque dans les années 1990, ce fut d'ailleurs une critique émise par Jean-Marie Braume, dans une rubrique intitulée Pour une sociologie historique du sport, qui estime que l'historiographie officielle considère l'histoire du sport comme une donnée négligeable, un domaine mineur qui n'a pas le droit au quartier de noblesse de la grande histoire. À ce titre, l'histoire du sport représente une terre inconnue, un point aveugle, alors même, c'est mon hypothèse, qu'elle joue un rôle important dans l'histoire des institutions politiques, des conflits sociaux ou militaires, des affrontements idéologiques ou des débats culturels. Ce constat est également partagé par Thierry Terret. Il explique que ce sont des spécialistes de sociologie, de psychologie, de psychanalyse ou de pédagogie qui, les premiers, abordent de front la question des pratiques sportives féminines. La dimension historique n'y est que marginale. Il faut pour la France davantage évoquer l'influence de la sociologie de Pierre Bourdieu et son ouverture à l'histoire. Il prononce en 1978 au congrès de l'ISPA une communication qui lance véritablement la sociologie du sport en France qui sera reprise dans Questions de sociologie en 1980. C'est d'ailleurs en se basant sur les concepts de ce dernier que Catherine Louveau s'est imposée dans les années 1980 à 1990 comme une auteure majeure de l'analyse sociologique des disciplines sportives féminines. En outre, elle est parvenue à inscrire progressivement l'héritage historique dans sa réflexion sociologique, jusqu'à réaliser une véritable sociologie historique du sport féminin dans une synthèse co-signée avec Annick Davis qui paraît en 1991. Intitulée Sport, École, Société. La part des femmes, Joinville-le-Pont, Axio 288 p. Jusqu'à cette date, la recherche en histoire du sport et du genre est donc en France, orchestrée par des spécialistes des sciences humaines et sociales appliquées au sport, formés à d'autres horizons disciplinaires que l'histoire. Concernant sa bibliographie, notons que Catherine Louveau est également l'auteure de Talons aiguilles et crampons alus, Les femmes dans les sports de tradition masculine, Paris, INSEPSFSS 1986 150 p. Ou encore de Sport, École, Société, La différence des sexes, féminin, masculin et activités sportives, Paris l'Harmattan, Espace du temps du sport, 1998, 342 p, co-réalisé avec Annick Davis. Une bonne partie des auteurs majeurs ayant écrit sur les questions de genre, les rapports sociaux et le sport sont soit issus des États-Unis ou d'Angleterre, soit de France. Certains sont même devenus des spécialistes de cette thématique. À ce titre, notons l'ouvrage de Michael Messner, en collaboration avec Donald Szabó, nommé Sport, Men and the Gender Order, Critical Feminist Perspective, sorti en 1990. Michael Messner est une personnalité majeure de ce domaine d'études. Il est en effet professeur de sociologie et d'études de genre
à l'Université de Californie du Sud depuis 1987. Ses recherches à SKS how social relations of gender have changed over the past 40 years, and probe the ways in which the strain and tension of the current historical moment both prevent and make possible future progressive change. His research has fallen into three general categories: gender and sport, sport media and men, feminism and politics. Outre l'ouvrage cité précédemment, il est également l'auteur de nombreuses études à ce sujet telles que son œuvre récente en 4 volumes intitulée Sport, Gender and Sexuality, Critical Concept in Sport Studies, Londres-New York, Routledge, publié en 2015, Taking the Field, Women, Men and Sport, paru en 2002, Londres, University of Minnesota Press, 264 p. Ou encore Out of Play, Critical Essay on Gender and Sport, publié en 2007, Albany, State University of New York Press, 244 p. Ainsi que de nombreux ouvrages collectifs tels que No Slam Dunk, Gender, Sport and the Invenness of Social Change, sorti en 2018 et réalisé avec Cheryl Cookie. Il n'est pas le seul auteur du monde anglophone faisant figure de référence en la matière. Il faut également mentionner à ce sujet les travaux réalisés par James Anthony Mangan. Il est entre autres professeur in the International Research Centre for Sport Socialization, Society, University of Strathclyde, and author of numerous publications on sport, education and imperialism. À titre d'exemple, il est l'auteur de From Fair Sex to Feminism. Sport and the Socialization of Women in the Industrial and Post-Industrial Eras, Londres, Frank Cass, 1987, 336 p. Co-dirigé avec Roberta Park, Sport in Europe, Politics, Class, Gender, Londres, Frank Cass, 1999, x 268 p. Making European Masculinities, Sport Europe, Gender, Londres, Frank Cass, 2000, 201 p. The European Sport History Review, Volume 2. Ou encore d'un ouvrage, réalisé en collaboration avec Andrew Ritchie, intitulé Ethnicity, Sport, Identity, Struggles for Status, Londres, Frank Cass, 2004, 297 p. Pour ce qui est des approches francophones concernant l'histoire du sport et les questions de genre et de sexe qui lui sont liées, les études à ce sujet en sont restées à une histoire du sport féminin jusqu'à la période récente. Les mises en perspective sur les relations sociales entre les sexes, le dépassement d'une pure histoire de la domination, les travaux prometteurs sur la masculinité ou sur l'homophobie ne datent que des années 2000. Citons tout de même comme spécialiste au sens large Thierry Terray. Ce dernier a été président de la Société française d'histoire du sport de 2008 à 2012 et vice-président de l'ISHPES, International Society for the History of Physical Education et Sport. Depuis 2007, il est à la tête du CRI, Centre de recherche et d'innovation sur le sport. Spécialisé dans l'histoire du sport, il a mené différents travaux scientifiques, tout développés au sein du CRI depuis 1989 et considérant les pratiques physiques comme des révélateurs pertinents des transformations des sociétés modernes. Il est notamment l'auteur de Le sport, l'historien et l'histoire, Reims, Presse universitaire de Reims 2013, 310 p., ainsi que de nombreux ouvrages collectifs dont notamment ce récit publié en 2 volumes, rédigé en collaboration avec Arnaud Pierre, Histoire du sport féminin. 1. Le sport au féminin, Histoire et identité, Paris l'Harmattan, Espace et temps du sport, 1996, 234 p. et Histoire du sport féminin. 2. Sport masculin, sport féminin, Éducation et société, Paris l'Harmattan, Espace et temps du sport. Sans oublier le genre du sport, Clio 2006, 379 p. réalisé sous sa direction aux côtés de Michel Zancarini-Fournel. Au niveau des auteurs ayant abordé l'histoire du sport ainsi que l'aspect culturel et féminin de celui-ci, il est important de mentionner également les ouvrages et réalisations de Patrick Clastres. Ce dernier est agrégé d'histoire et docteur en histoire contemporaine, professeur de chaire supérieure en classe préparatoire littéraire et chercheur associé au Centre d'histoire de Sciences Po où il codirige avec Paul Ditchy le séminaire de recherche en histoire du sport. Spécialiste d'histoire culturelle et politique, ses thèmes actuels de recherche concernent les passions sportives, les systèmes de valeurs affectés au sport, la neutralité politique prêtée au sport. Il s'est également spécialisé dans l'histoire du sport et intervient régulièrement au sein de revues, telles que l'Obs, ou d'interventions radio comme sur France Culture, à propos de thématiques liées au domaine sportif.
Il est notamment sollicité dans le cadre d'articles publiés dans l'Obs, tel que celui du 1er juin 2015, intitulé Roland Garros, de l'Anglaine à Sharapova. On parle plus du corps des femmes que de leur jeu, ou encore Roland Garros, les tribunes, miroir de la fracture sociale du 26 mai 2019, ainsi que des '. Un ouvrage réalisé en collaboration avec Paul Ditchy, intitulé Sport, société et culture en France du XIXe siècle à nos jours, Vanves, Hachette Livre 2016, 254 p. Quelques auteurs se sont intéressés au versant féminin de disciplines sportives spécifiques. Mais de manière générale, le sport le plus traité dans cette optique est le football. Sans fournir ici une liste exhaustive des livres à ce sujet, citons par exemple les réalisations de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.